une des questions qui enflamme les internets depuis l'existence d'internet et une question pour laquelle il faut choisir son camp absolument, c'est êtes-vous team chien ou team chat? Moi je ne choisirais pas, j'ai le côté un peu consensuel, j'aime bien les deux, mais il faut savoir quand même que j'ai un peu plus d'affection pour ces canidés. Et aujourd'hui, pourquoi cette question? Répondez dans les commentaires, mais parce qu'on va parler de Vivo dans ce nouvel épisode de C'est plié, le format dans lequel je parle de jeux de plis. Comme les épisodes précédents, le format va être assez classique. D'abord, je vais vous faire le pitch du jeu, donc de Vivo, puis je vous expliquerai les règles de manière assez factuelle, et ensuite je reviendrai avec un avis sur Vivo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, si vous aimez le format ou quoi, vous pouvez lâcher le petit pouce qui va bien, le petit commentaire également pour parler soit de Vivo, soit d'autres jeux de plis qui vous ont plu récemment, ou d'autres jeux de plis que vous voudriez que je couvre. Je garantis pas de le faire, ça dépend bien sûr si je les ai et si je peux les couvrir, si j'ai joué, etc. Parce qu'en général, j'essaye de faire des C-pliés sur des jeux que j'ai déjà joués, sur lesquels j'ai un avis, sinon la partie avis n'a aucun intérêt. Et également, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a un petit Buy Me a Coffee que je vous mets en lien dans la description, sur lequel vous pouvez lâcher à partir de 1 € si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, donc ce format, un C-plié, il vient de temps à autre. Il n'est pas régulier, le dernier c'était sur UK, c'est peut-être il y a plusieurs mois, là j'en ai enregistré quelques-uns, donc j'espère pouvoir en proposer un peu plus dans les semaines à venir. Voilà, ça dépend évidemment du temps que j'ai. Et c'est vrai, je parlais des chiens et des chats, c'est vrai qu'il y a, en fait, j'ai l'impression en tout cas, plus de jeux là vous avez vu, je vous ai mis quelques jeux où il y a des chiens que je possède, il y a Spots, il y a Sprint Cleaning, il y a Dog Tag Trick, mais dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de jeux où il y a des chats que des chiens. Je vous parlerai un jour de Castle Builders, je vous parlerai de Meo également, et même de manière générale. Alors faut savoir que l'éditeur de Vivo, qui est Vic Village, c'est un jeu donc qui a été créé par Léo et illustré par Iga Wind, je sais pas comment on le dit. Ils ont fait un jeu là récemment au Tokyo Game Market de l'automne 2024, je crois, qui s'appelle Pétir, et où plutôt que de s'aliéner les adorateurs de chats, ils ont fait le choix un peu des deux, c'est-à-dire qu'ils ont remis des chiens. Alors on les voit sur la couverture en train de pleurer, mais ils ont aussi mis des chats, donc voilà, c'est vraiment pour plaire à tout le monde. Voilà, cet aparté fait sur les chiens, les chats, etc. et nos amis les bêtes. Je vous propose qu'on passe au pitch. Donc Vivo, je vous ai fait la petite fiche signalétique déjà, qui était donc un jeu de Léo, qui est aussi l'auteur de Pétir que je citais à l'instant, illustré par Iga Wind, je ne sais pas comment on le dit, en tout cas je vous mets la petite fiche en dessous, et c'est édité par Vic Village, qui est aussi donc l'éditeur effectivement de Pétir, je crois que c'était le premier jeu de Vic Village, si je dis pas de bêtises. Vivo, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plis, pas de défausse ni d'escalade, c'est un jeu de plis qui va se dérouler en 2 manches et dans lequel on va essayer de marquer le plus de points à l'issue des 2 manches. Et son idée, c'est que, en fait, à chaque pli, on va avoir 12 cartes en main. Le nombre de cartes disponibles, etc., enfin de couleurs disponibles, va dépendre du nombre de personnes à table. Il y aura autant de couleurs que de joueurs ou joueuses, ça se joue à 3 ou 4 uniquement. Et donc chaque couleur possède 12 cartes, il n'y a pas d'atout dans Vivo. Par contre, ce qui va faire un peu la spécificité de Vivo, vous le verrez quand j'expliquerai les règles, c'est le fait qu'à chaque pli, donc à chacun des 12 plis que dure une main, une manche, il y aura une nouvelle règle qui va déterminer combien de couleurs de cartes on voudra voir autour de la table à la fin du pli. Ça peut être une seule couleur de carte, dans ce cas-là on est dans du must follow, et il faut absolument suivre à la couleur qui a été demandée, mais ça peut être aussi du duo, du trio, ou du quartet si jamais on joue jusqu'à 4. Donc ça c'est vraiment la grosse spécificité de Vivo, j'y reviendrai dans mon avis. Et l'autre, qui me paraît un peu plus anecdotique, c'est le système de scoring où en gros on va évaluer le pli en fonction déjà on va prendre que les cartes qui ont pu respecter la règle, donc la règle en question, le solo et compagnie, et il y aura une récompense pour la personne qui a mis la plus haute carte et la plus basse carte, qui respecte donc cette règle. La plus haute carte va récupérer sa carte face cachée, ça vaudra 2 points en fin de manche, tandis que la plus basse carte va récupérer sa carte face visible et va relancer, parce que aussi une des spécificités c'est que c'est la personne qui a mis la carte la plus basse qui relance, et donc cette carte qu'on a récupérée face visible, elle vaudra le score les points qu'elle rapportera, c'est sa valeur faciale, comme on la garde face visible, si j'ai récupéré un 5, ça vaudra 5 points, ce qui, vous en conviendrez, est mieux que 2 parce qu'on vise le plus de points. Voilà, c'est un peu les règles principales de Vivo, on fait 2 manches comme ça,
et on compte les points. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, du coup le pitch il est fait, je vous ai un peu dit les spécificités du jeu, je vous propose de passer à une explication un peu plus dans le détail, qui sera pas très très longue parce que c'est un jeu assez simple. Par contre, à chaque fois ce que je fais en général, c'est que, je verrai pour les futurs si je fais ça ou pas, mais j'enregistre ma voix pour l'explication des règles en décalé par rapport au moment où je montre le gameplay sur ma table, ce qui fait que, et c'est peut-être là que j'aurais peut-être dû réenregistrer, mais bon tant pis, ce sera comme ça, vous verrez que c'est pas l'explication la plus dynamique qui soit. Je m'en suis rendu compte au montage où c'est un peu plan-plan, un peu monotone, après tout, comme beaucoup d'explications de règles malheureusement, mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent à rendre ça un peu plus vivant. Là, clairement, ce sera pas l'explication de règles la plus vivante, mon excuse, mais en tout cas, vous aurez les règles pour jouer à vivo. Voilà pour le pitch, je vous propose qu'on passe à l'explication. Dans Vivo, vous trouverez 4 couleurs différentes, toutes numérotées, avec des cartes numérotées de 1 à 12. Il y a également des cartes qui vont définir des règles et qui sont des solos, duos, trios ou quartets. Vous trouverez également 4 aides de jeu, une par personne, et évidemment il y a la règle qui est disponible en japonais et en anglais. Si vous jouez à 3, vous enlèverez du jeu les cartes quartets ainsi que toutes les cartes d'une des couleurs. Si on joue à 4, on n'enlève pas de couleurs, on enlève certaines cartes du paquet de règles. Après les avoir mélangées, on va distribuer 12 cartes par personne, donc toutes les cartes sont distribuées. On mélange le paquet de cartes règles et on révèle la première carte du paquet qui définira la règle pour le premier tour, et on révèle également la carte du dessus du paquet qui déterminera la règle du tour suivant. Pour le premier tour, la règle c'est quartet, ça veut dire que chaque personne devra mettre une carte d'une couleur différente, on est vraiment dans du must not follow. Faudra qu'à la fin du pli il y ait les 4 couleurs différentes. La personne qui ouvre commence avec le 7 bleu, donc la personne suivante ne pourra plus mettre de bleu. Comme la deuxième joueuse ne peut pas jouer du bleu, elle décide de mettre le 6 marron. Le troisième ne peut jouer ni bleu ni marron, donc il joue rose. Et donc la dernière personne est obligée de jouer une carte bleu foncé puisque les 3 autres couleurs ont déjà été jouées. Une fois que tout le monde a joué, on va résoudre le pli. Les personnes qui ont respecté les règles et qui ont mis la plus grande et la plus petite carte vont pouvoir les récupérer. La personne qui a respecté la règle du tour en cours et qui a mis la plus haute valeur va récupérer sa carte face cachée et elle vaudra 2 points à la fin de la partie. La personne qui par contre a respecté les règles mais qui a mis la carte de plus petite valeur, ici le 5 rose, récupère sa carte et la place face visible dans sa pile de score. À la fin de la partie, elle vaudra sa valeur faciale, donc ici cette personne marquera 5 points. Les 2 autres cartes qui n'ont pas été récupérées sont défaussées, on remplace la règle du tour par la règle du tour à venir, on révèle la règle du prochain tour et on commence un nouveau tour. C'est la personne qui avait mis la plus petite carte lors du tour précédent qui va relancer, donc ici c'est la personne qui avait mis le 5 rose. Là la règle c'est duet, ça veut dire qu'à la fin du pli il faudra qu'il y ait exactement 2 couleurs présentes sur la table. Pour l'instant le deuxième il peut tout à fait encore jouer du bleu foncé ou bien il peut définir la deuxième couleur qu'il y aura sur la table. Là il choisit de suivre à la couleur et de mettre du bleu foncé. La troisième personne peut toujours jouer du bleu foncé ou bien jouer une nouvelle couleur. Cette personne choisit de jouer un 4 marron, on a donc les 2 couleurs qui devront être jouées à table, bleu foncé et marron, ce devra être exactement ces 2 couleurs-là qui sont présentes sur la table à la fin. Donc cette dernière personne doit absolument respecter la règle, si possible, donc cette personne doit jouer soit du bleu foncé, soit du marron. La dernière joueuse choisit de jouer le 10 marron, donc ça respecte bien la règle des il y a 2 couleurs sur la table à la fin du pli. En cas d'égalité, comme c'est le cas ici, il y a eu 2 10 qui ont été joués, à chaque fois c'est la carte jouée le plus tard qui va gagner le pli, que ce soit pour la plus haute valeur ou pour la plus petite. Donc ici c'est le 10 marron qui va récupérer sa carte face cachée pour marquer 2 points. C'est la personne qui a mis le 4 marron qui récupère sa carte face visible qui vaudra 4 points parce que c'était la plus petite du pli. Le reste est défaussé, on remplace la règle, on révèle la règle pour le tour à venir, et on est reparti. Cette fois la règle c'est solo, donc devrait y avoir une seule couleur autour de la table à la fin du pli, on est vraiment dans du must follow assez classique. Cette personne joue le 12, comme ça elle est sûre d'être maîtresse puisque le 12 est la carte la plus forte, et qu'il n'y aura qu'une seule couleur qui sera jouée. La règle elle a été respectée, donc la personne qui a mis la plus haute valeur, donc le 12 récupère sa carte face cachée pour marquer 2 points à la fin de la manche, tandis que le 2 récupère sa carte face visible pour marquer également 2 points vu que c'est une carte qui vaut 2. La nouvelle règle, comme vous le voyez, c'est trio, donc il faudra qu'à la fin du tour, il y ait exactement 3 couleurs sur la table.
Comme la deuxième personne décide de jouer du rose également, il y a une seule couleur pour l'instant, pour qu'il y en ait trois, il faudra absolument que la troisième et quatrième personne jouent des couleurs différentes. La carte la plus forte, c'est le 6 rose, donc la personne qui l'a mis récupère sa carte face cachée. La carte la plus basse, il y a une égalité, il y a eu 3-3, donc c'est la dernière carte jouée qui l'emporte et qui récupère sa carte face visible pour marquer 3 points. On défausse les deux autres, on révèle la nouvelle règle qui sera solo, ainsi que la règle pour le tour à venir. Cette personne choisit de relancer avec du rose. La règle c'est solo, donc pour respecter la règle, il faut jouer la même couleur, donc du rose. Comme elle ne possède pas de rose, cette personne, elle peut jouer ce qu'elle veut, mais dans ce cas-là, comme elle ne respectera pas la règle de la même couleur, cette personne sera disqualifiée et ne pourra pas concourir pour gagner des points qu'elle est la plus petite ou la plus grande carte. Par exemple, elle va jouer le 4 bleu, alors il y a une règle qui dit on peut la jouer face visible, comme c'est le cas ici, ou face cachée. Moi j'ai tendance à préférer face cachée parce que ça met un peu d'inconnu, je vais jouer comme ça pour le reste de la partie. Là, la troisième personne n'a pas le choix, elle est obligée de jouer ce 8 rose. Idem, là il n'y a pas de choix, obligé de jouer le 1 rose. Cette carte-là, qui n'a pas pu respecter la règle, elle n'est pas prise en compte du tout pour la résolution du pli, elle sera défaussée. Et on fait comme ça, avec les règles qui vont se mettre en place jusqu'à la fin, donc on va faire 12 plis avant de compter les points, je vous fais une petite avance rapide vers les points. On arrive à la fin de la manche, toutes les cartes règles ont été utilisées et toutes les cartes des mains des joueurs et joueuses, donc 12, ont été jouées et on peut passer au scoring. Donc je rappelle, les cartes récupérées face cachée valent 2, tandis que celles récupérées face visible valent leur valeur en points. Là, cette personne gagne 1, plus 4, 5 et 9, 14, 14 et 2, 16, 16, plus 2, ça lui fait 20 points. Tandis que lui gagne 2, 4, 6, 7, 8 points. Le photographe, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points. Et enfin, la dernière personne a 5, 10, 13, 15, 19, 19 et 2, 21 points. Pour l'instant, c'est cette personne-là qui gagne avec 21. On rassemble toutes les cartes, que ce soit les cartes à jouer ou les cartes de règles, on remélange le tout et on refait une deuxième manche. C'est la personne qui avait le plus haut score à l'issue de la première qui commencera à jouer la deuxième manche. On fait la deuxième manche, on fait le cumul des scores entre la première et la deuxième, et c'est la personne qui a le plus de points qui gagne la partie. Juste une dernière situation un peu particulière, dans le cas où toutes les cartes qui respectent la règle ont la même valeur, comme ici où il y a une personne qui n'a pas respecté la règle et les trois autres cartes sont des 9, il n'y a pas de plus petite valeur, c'est la personne qui a joué en dernier qui remporte le pli, qui prend sa carte face cachée qui vaudra 2 points, et par contre c'est quand même elle qui relancera le prochain pli. Les trois autres cartes, elles sont du coup défaussées. Normalement, maintenant, vous savez jouer à vivo, alors je vais pouvoir vous donner mon avis, et autant le dire tout de suite, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup, ça fait partie dans les CPG, c'est celui que j'aime le moins de ceux que j'ai fait pour le moment. Je vous ai dit que je parlerai pas que de jeux que j'aime. L'important dans ce format, au-delà de mon avis, c'est vraiment aussi vous donner la possibilité d'essayer par le côté règle, c'est pas ce que je fais en général trop sur la chaîne, c'est pas. Mais là, ça vous permettra d'y jouer facilement. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Vivo aussi. J'en ai parlé Vivo récemment dans ma vidéo moi éditeur des jeux que je pourrais localiser. Et j'avais mis Vivo quand bien même je l'aime pas parce qu'il est éditable en l'état. Alors moi je l'aime pas beaucoup, donc évidemment je l'éditerai sans doute pas. Mais la plupart des gens qui l'ont essayé aiment beaucoup le jeu, il a eu de très bons retours, que ce soit à l'international ou dans les personnes qui en France ou en francophonie ont pu l'essayer. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, allez voir les avis des autres, peut-être que vous retrouverez plus dans les leurs. Moi je trouve ça assez moyen, mais c'est vrai qu'avec son thème, les petits chiens, etc., qui parfois d'ailleurs on dirait des chats plus que des chiens, je vous l'avoue, moi j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était des chiens tous, parce que voilà. Et donc dans Pétir, ils vont mettre des chats et des chiens. Là évidemment il y a beaucoup moins de doutes, on sait que c'est un chien, et voilà, c'est un thème facile à vendre, un thème assez grand public, et c'est là que pour moi le bas blesse. Je vais y revenir, mais c'est un jeu qui pour moi a un potentiel très grand public, mais qui s'en éloigne si on veut trouver de l'intérêt dans le jeu. Juste des petits points factuels qui sont cool, déjà il y a des règles en anglais quand même dans la version japonaise, donc possible d'y jouer sans avoir à traduire avec Google Lens ou en cherchant sur internet, faut maîtriser l'anglais évidemment. Les cartes ont le double index, donc ça c'est évidemment toujours quelque chose que je remarque, c'est du matériel pur, on s'en fiche un petit peu en termes de dynamique de jeu, mais moi c'est quand même quelque chose que j'aime bien souligner, parce que il y a trop de jeux encore qui sortent qui ne l'ont pas, alors que ça coûte pas grand chose en général, et que ça permet aux personnes qui tiennent leur carte de manière gauchère comme moi,
de moins se prendre la tête et d'être plus concentré sur, de se focus sur le jeu plus que sur comment il faut que je tienne mes cartes. Également, un truc qui est cool dans le jeu, c'est ces petites aides de jeu là qui sont en anglais et en japonais, qui rappellent un petit peu, justement en solo, il y aura qu'une seule couleur à la fin du pli sur la table, etc. Et il y a les petits points de règle tout en bas là, qui rappellent aussi certains éléments de scoring. Bon là j'arrive pas à faire le focus, mais voilà, ça rappelle un peu les différentes manières de scorer. Toujours cool d'avoir des aides de jeu, et en plus ici il y en a 4, donc il y en a une par personne, quoi qu'il en soit, qu'on joue à 3 ou 4, donc ça c'est cool. C'est des bons points, ça j'aime bien qu'il y ait ça dans les jeux. Évidemment, c'est des coûts en plus, hein, donc tous les jeux peuvent peut-être pas se le permettre, notamment les jeux édités de manière plus artisanale. Mais quand c'est le cas, j'aime bien le souligner, je trouve ça chouette. Autre point, c'est que, toujours d'un point de vue factuel, et pas un avis, mais il est facile à émuler, ces 4 couleurs de 1 à 12, donc c'est un jeu de cartes traditionnel en fait, hein, puisque de 1 à 12, ça vous fait aller jusqu'à la dame, parce qu'il y a 13 cartes par couleur dans un jeu de cartes traditionnel. Vous pouvez tout à fait y jouer, hein, les règles, l'histoire la valeur faciale, vous savez que le valet c'est un 11 et que la dame c'est un 12. Là, il faut prendre en compte que c'est un 1, le fait de les scorer face cachée, c'est pas complexifié par le fait que ce soit un jeu traditionnel. Le seul truc qu'il faudra faire, au-delà de la règle à se procurer pour pouvoir jouer, c'est évidemment ces cartes règles là de solo à cartet, qui évidemment, ça vous l'avez pas dans le jeu traditionnel. Cependant, c'est assez facile, vous avez sur la règle, justement sur le net, les proportions de chacune des cartes, et c'est facile à faire, vous prenez des bouts de papier, et voilà en fait, hein, c'est vraiment très simple à émuler, donc vous pouvez y jouer sans problème chez vous, même sans l'avoir, parce que je crois que Vivo, je sais pas s'il est prévu en français, hein, dans la dernière vidéo que j'ai faite là justement sur les jeux que j'ai dit très bien en français, on m'a fait remarquer que Castle Builders notamment allait être en français, c'est Rachel de Neodidis qui l'avait présenté chez un monde de jeux. Celui-là, je sais pas. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui l'aient dans les cartons, parce que c'est vraiment un jeu extrêmement simple et facile à éditer, à localiser, enfin facile. Je dis toujours facile comme si j'étais éditeur, c'est pas le cas, mais en tout cas, on peut lui voir un potentiel commercial assez facile, soit par le thème ou par l'accessibilité du jeu. Donc peut-être qu'à un moment il arrivera en français, mais parce que en l'état, cette version-là est quand même assez compliquée à obtenir. Elle se trouve ici et là de temps à autre, mais c'est pas évidemment aussi facile qu'un jeu édité en français. Mais donc vous avez la possibilité de l'émuler sans trop de difficultés, ce qui est toujours cool. Maintenant, donc je vous conseille moi toujours, hein, que ce soit bon ou mauvais, essayez par vous-même, faites-vous votre avis et partagez-le si vous voulez. Évidemment, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Mon avis est le mien, j'estime évidemment qu'il est juste, mais, mais évidemment les gens qui pensent autrement pensent aussi que leur avis est juste. C'est à ça que ça sert de discuter. Pourquoi est-ce que Vivo ne me convainc pas? Donc pourquoi est-ce que pour moi c'est pas un jeu que je ferais en français? Pourquoi est-ce que je trouve que il y en a beaucoup d'autres que je préfère? Déjà, alors il y a des choses quand même que je trouve intéressantes dans Vivo. Alors son système de scoring, je le trouve pas terrible. Enfin pas terrible. C'est pas qu'il est pas terrible, c'est que les enjeux qu'il procure et les émotions qu'il procure sur, du coup, c'est bien d'être la plus petite carte, mais avec si possible la plus haute valeur, c'est quelque chose de très classique, qui n'est pas propre à Vivo. Là, dans Goumitrick, que je préfère, par exemple, pour d'autres raisons, mais idem, dans Goumitrick, c'est pas son système de scoring que je retiens, parce que je trouve que les dynamiques de jeu et les choix que ça crée et les dilemmes que ça crée quand on a les cartes en main, ils sont assez faibles finalement, il manque justement de tension, d'enjeu, et c'est des choses assez évidentes qui, moi, m'enthousiasment assez peu. Donc ouais, évidemment, on va essayer de gagner un pli, que notre plus petite carte du pli, ce soit un 5 ou un 6 plutôt qu'un 1 ou un 2, parce que ça rapporte plus de points. Ça c'est sûr, et du coup on va essayer parfois de garder ces cartes middle, genre aller de 4 à 6 pour la fin de manche, pour essayer justement que les autres aient utilisé leur carte plus basse, et que finalement ce soit nous le plus bas et qu'on ait la possibilité de gagner plus de points. Bon, sauf que tout le monde fait un peu ça, et donc en fait ce qui s'apparente à vaguement une stratégie et une espèce de contrôle de son arc de jeu, ça se révèle assez pauvre, parce qu'un peu tout le monde le fait, et donc on se retrouve un peu tous dans les mêmes situations. Et le problème, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, et que finalement ton espace de choix n'est pas si présent que ça. Alors déjà, il est réduit évidemment par la règle, hein, quand c'est un cartet et que t'es dernier, t'as pas le choix de la couleur. Voilà. Donc ouais, moi je trouve cet arc de partie et ce système de scoring pas extrêmement intéressant. Ce que je retiens par contre de Vivo, et que je trouve vraiment intéressant pour le coup, et qui fait que ça ferait potentiellement une bonne porte d'entrée
pour découvrir le jeu de pli et ses différentes structures, alors vous verrez, hein, si vous avez regardé la vidéo Moi Éditeur, ou si vous avez regardé j'en ai parlé aussi dans une vidéo de découverte du mois, il y a quelques mois, forcément il y aura un peu de redite, hein, puisque je donne mon avis dans ces vidéos, mais ce que j'aime bien moi dans Vivo, en tout cas ce que je trouve plutôt cool, c'est la manière dont ces cartes règles là, qu'on va révéler à chaque fois en début de manche, qu'on va avoir à chaque manche une règle différente, en tout cas une nouvelle règle, en fait ça permet de présenter aux personnes autour de la table différentes structures du jeu de pli, et donc il y a parfois du must follow avec les solos, puisqu'il faut, donc c'est la structure de pli la plus classique, hein, où il faut suivre à la couleur si possible, et puis après en fait le quartet ou le trio, selon qu'on joue à 3 ou 4, on est dans du must not follow, qui est vraiment pour le coup une structure beaucoup plus rare. Alors j'ai parlé de plusieurs jeux, hein, et c'est de plus en plus populaire ces quelques dernières années. Il y a eu Potato Man, il y a eu Aurum, il y a eu Tricky Time Crisis, il y a eu également Makai Fuda, Saika Banrai je crois aussi, ou Barai, je sais plus exactement comment ça se dit. Je dis peut-être des bêtises pour celui-là, pour ce dernier, c'est peut-être du Trick Avoidance, j'ai un doute. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de must not follow, reste que, comparé à du must follow, voire même à du may follow, donc à du suivi obligatoire ou du suivi possible, c'est par exemple ce qu'il y a dans Inside Job si on est le traître, ou la traître, il y a également ça dans Shamans, c'est souvent dans des jeux à traître où justement on essaye parfois de masquer un peu son camp. Là c'est le cas dans le quartet ou le trio si on joue à 3, et le quartet si on joue à 4, et ça permet d'aborder ce genre et de dire ah tiens, c'est possible de faire ça. Et d'ailleurs les personnes à qui je l'ai fait découvrir qui connaissaient pas le must follow, pour ces personnes-là c'était les meilleurs tours, parce qu'en fait c'est quelque chose de nouveau, et les espaces de choix que réserve ce type de jeu sont pas les mêmes que dans du must ou du may follow, donc voilà, assez intéressant pour faire découvrir ce type de jeu de pli. Et enfin les duets ou les trios. Les trios c'est le cas uniquement si on joue à 4, mais les duets en tout cas c'est tout le temps le cas, et c'est aussi des trucs un peu différents, puisque selon la place qu'on a dans le tour et selon ce qui a été joué, on va être parfois dans du must follow, mais on va devoir suivre parmi plusieurs couleurs parfois, ou dans du may follow, si on est assez tôt dans le tour, on a le choix de suivre ou de proposer notre couleur qui va définir une des couleurs du pli autour de la table. Donc c'est intéressant aussi ces cartes. Je trouve que les espaces de choix qui réservent peuvent être intéressants, mais trop rarement, je vais y revenir. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec toutes ces règles-là, en fait, on aborde vraiment le must follow, donc le suivi obligatoire, le may follow, le suivi possible, et le must not follow, le suivi interdit. Ce qui sont finalement les grands paradigmes du jeu de pli. On n'a pas trop le trick avoidance, l'esquive de pli. Dans l'ensemble, c'est bien de prendre des plis, c'est toujours des points. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je juge en tout cas, sinon bon, parce qu'on verra que en jeu, l'histoire des règles qui changent, je m'en fiche un petit peu, mais par contre je trouve qu'en termes d'idées et de découverte du genre, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, le problème de Vivo pour moi, hein, là j'ai dit à peu près ce que je trouvais bon dedans, en tout cas intéressant, ou plus que bon. Je l'ai dit aussi, mais pour moi c'est pas un critère de qualité, c'est que c'est un jeu très très facile à faire découvrir, un jeu extrêmement accessible. Des gens qui ne connaissent que peu le jeu de pli, alors les règles de duo ou trio sont parfois un peu plus difficiles que le solo ou que le quartet, enfin que le may follow est toujours plus compliqué que le must follow ou le must not follow, où les règles sont un peu plus cadrées, mais sinon en dehors de ça vraiment, enfin c'est extrêmement facile à jouer, et très très accessible à un public très très large. Encore une fois, pour moi ça c'est un critère de cible, mais c'est pas un critère de qualité, on s'en fout qu'un jeu soit accessible ou pas. S'il est bon, enfin c'est pas ça qui va déterminer si c'est un bon ou un mauvais jeu, ça va juste déterminer si c'est un jeu à public potentiel large ou pas. Et pour moi, voilà, je dis que c'est un jeu accessible, ça n'en fait pas pour autant un bon jeu, c'est pas un critère qui va en faire un bon jeu pour moi. Les problèmes que j'ai avec Vivo, c'est que justement toutes ces règles, en fait, il y a le problème principal pour moi, c'est qu'il y a une espèce de conflit, et j'aime pas ça moi, les jeux qui ont des conflits entre justement, disons, leur accessibilité, le fait que c'est vraiment un jeu extrêmement simple, et qui en même temps ne prend son sel que si on le considère sous un angle beaucoup plus expert et beaucoup plus calculatoire. Et je déteste ça, moi, les jeux qui ont comme ça cette espèce de paradoxe. Moi j'aime bien que les jeux justement très accessibles, tu puisses y jouer comme ça, un peu à taper le carton, à la Fuji Flush, à la Jalapeno, ce genre de choses, d'autres jeux, qui, pour moi, ont une espèce de cohérence entre justement les gens que tu rassembles à table et les sentiments qui sont véhiculés à table. Alors que là, dans ces règles, Vivo est extrêmement simple, mais pour devenir, pour moi, intéressant, pour moi, si tu joues vraiment juste à taper le carton, la plupart des manches, la plupart des plis sont pas intéressants. Et du coup, ça en fait pour moi, mauvais jeu.
Et les retours que j'ai eus, c'est notamment Sylvain qui m'avait répondu ça en commentaire sur la vidéo de découverte et tout, et je peux le comprendre. C'est, en gros, lui, il compte tout. Du coup, il peut se dire, ah, donc là, sur cette règle-là, maintenant qu'il va venir en solo, si je joue ça, les autres vont pas pouvoir suivre, donc je vais forcément gagner, etc. Et c'est une strate de réflexion que, alors moi déjà, dans les jeux de pli, je déteste compter tout. J'aime bien quand il y a des cartes qui sont retirées du jeu, parce que ça crée de l'incertitude, ça crée des émotions, ça crée de la surprise, et j'aime pas les trucs, parce que sinon, ça va introduire le fait que si tu arrives à compter ou pas, tu vas avoir un gros différentiel de niveau à table, et ça va mettre en place en fait la compétence mémoire, et moi je sais que j'aime pas ça, en gros compter, j'aime bien quand tu dois t'adapter et estimer des choses, alors plus ou moins évidemment, il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et là dans Vivo, le truc c'est qu'on distribue toutes les cartes. Si on est à 3, on va distribuer les 36 cartes, puisqu'on va avoir 3 couleurs. Si on est à 4, on va distribuer les 48. Donc on aura tout qui est distribué. Du coup, ouais, toutes les informations, si tu arrives à te rappeler, ben toutes les informations, tu les as. C'est pour ça que moi je préfère aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo, dans la partie plus explication, je préfère la règle où quand tu n'as pas le droit parce que tu n'arrives pas à respecter la règle, hein, admettons qu'on soit sur du solo, que ce soit le rose qui a été demandé et que moi je suis obligé, j'ai pas de rose, j'ai autre chose que du rose, donc je ne respecte pas la règle. Soit on peut la mettre face visible, et dans ce cas-là tout le monde sait quelle carte n'a pas respecté la règle. Moi je préfère la règle où on la met face cachée, et où elle sera écartée du pli, elle ne participera pas au fait de remporter le pli, et que jamais elle n'est révélée. Moi je préfère ça parce que du coup, moi je sais ce que j'ai enlevé, donc moi en termes d'informations connues j'ai les mêmes, mais si tout le monde fait ça à différents moments de la partie, bah il y aura un peu d'inconnu qui se crée, et tu sais pas ce que les gens ont retiré de leurs mains ou pas. Donc moi je préfère largement cette règle parce que justement elle crée l'inconnu qui pour moi manque dans Vivo dans la distribution des cartes. Autre chose aussi qui va un peu dans le sens de pour moi cette espèce de paradoxe entre un jeu extrêmement simple ou vraiment très très abordable et tout, et où ben en fait il se révèle peut-être intéressant, et moi j'ai pas envie d'y jouer comme ça en fait à Vivo. C'est ça le truc, c'est que quand je joue à Vivo, j'ai joué plusieurs fois et jamais j'ai envie de m'amuser à tout compter, parce que justement j'ai envie de passer un moment plutôt convivial à se faire un peu des crasses, etc. Et c'est pas ce que permet trop Vivo en fait. Et je trouve qu'il y a comme ça ce paradoxe, cette contradiction entre bah, également ce que promet aussi le thème d'un jeu familial et assez simple, et la réalité de ce qu'il faut faire pour que le jeu peut-être devienne intéressant. Et encore une fois, pour moi, je suis même pas sûr qu'il deviendrait intéressant. Ce qui va aussi dans ce sens d'un jeu qui peut-être, voilà, favorise veut donner l'impression qu'il a une strate supérieure que celle qui promet par ses visuels et par sa simplicité des règles, c'est le fait que les règles de pli, ben tu connais celle du tour en cours, mais tu connais aussi celle du tour à venir. Et on a l'impression d'être dans un Eurogame, vous savez, ou un Eurogame un peu calculatoire et tout, où les gens, souvent dans les Eurogames, t'as des événements comme ça en début de manche, et il va falloir y répondre, et ça va apporter des malus, des bonus, en tout cas ça va avoir un effet sur le jeu. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand l'événement, tu le connais pouf directement, et que tu dois y faire face immédiatement. C'est un peu le cas là dans Vivo. En gros, la règle, si tu la révèles tout de suite, bah tu es face à une règle que tu ne connaissais pas et que tu dois tout de suite prendre en compte pour faire ton tour de pli. Et ben c'est un peu comme dans les Eurogames où si tu es dans un Eurogame et tu vas retourner un événement, il faut y faire face tout de suite. Il y a beaucoup d'Eurogames pour compenser ça, révèle un événement et tu dois y faire face à la fin du tour, donc tu as le temps de t'y préparer un peu, ou bien vont révéler l'événement du tour en cours ou l'événement du tour suivant. Par exemple, premier tour, il n'y aura pas d'événement, mais on va révéler l'événement du tour 2. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel m'a fait penser Vivo. Alors autant dans certains Eurogames ou quoi, où vraiment, si tu dois faire face à un truc et que c'est un jeu de gestion et tout, et qu'on te met face à un truc et que tu peux pas y faire face, je comprends cette envie d'avoir un peu plus de contrôle, un peu moins d'aléa, même si moi j'aime bien de manière générale. Moi je sais que je suis plus team, pas forcément révéler l'événement du tour à venir, mais plus effectivement que ce soit un événement révélé en début de tour et qu'on résout à la fin du tour. Là, pour moi, dans Vivo, si on avait juste les règles du tour en cours, c'est largement suffisant, justement parce que moi je considère Vivo comme un jeu qui devrait vraiment se jouer comme ça sur le pouce. Ça en ferait pas forcément un très bon jeu pour moi, parce que pour moi justement les mécaniques de scoring, etc. sont pas suffisantes pour en faire un bon jeu, mais disons que je trouve que ce serait plus cohérent avec la proposition et l'accessibilité du jeu, plutôt que de se dire bon bah alors là c'est ça et au prochain tour c'est ça. D'un autre côté, c'est un élément de règle qui montre que peut-être l'auteur, l'éditeur ont voulu en faire un jeu où tu réfléchis beaucoup plus à plus long terme, et où justement ça favorise le fait de compter, parce que tu sais que si tu joues ça là et qu'il y a ça après, tu vas pas jouer pareil que si tu ne le savais pas. En termes de pure
lecture de table aussi est un truc qui moi me dérange, alors c'est peut-être juste, parce que pour le coup j'en ai rediscuté aussi avec Sylvain et lui ça le dérangeait pas du tout, le fait qu'on ait la règle en cours et d'un autre côté, voilà, sur la pioche, la règle du prochain tour, alors c'est peut-être dû à l'endroit où on plaçait nos cartes et tout, mais moi ça a posé des problèmes de lecture où on savait plus quelle était la règle. Alors vous allez me dire c'est pas très compliqué en vrai, parce que là il y a le paquet de cartes et tout, mais sauf que sur la table, à plat, bah t'as les deux qui se confrontent, et quand bien même tu les écartes comme ça, bah en fait ça résout pas forcément le problème pour moi. J'imagine que ça c'est très personnel, et c'est pas le plus grave, c'est beaucoup moins grave pour moi que le fait que on connaisse la règle à venir, qui pour moi, enfin c'est une absurdité vu ce que propose Vivo de manière générale, et la proposition globale pour moi, c'est comme ça manque de cohérence, Vivo, et c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux quand il y a une cohérence. Vous allez me dire pourtant j'adore Root, alors que les visuels n'ont pas forcément une cohérence avec ce que fait ressentir le jeu, certes, mais ouais, moi je trouve que du coup, ouais, il y a ce manque de cohérence dans Vivo qui moi me dérange beaucoup, c'est vraiment le point principal de mes griefs, et qui fait qu'en fait je sais pas comment y jouer, et d'un autre côté, quand bien même on me dit mais il faut y jouer en comptant tout et en prenant en compte la prochaine règle et tout, bah en fait moi j'ai pas envie de jouer comme ça, parce que j'aime pas ce genre de jeu où il faut tout compter, et là c'est vraiment de l'appréciation personnelle, j'aime pas les jeux abstraits, j'aime pas les trucs trop puzzle, surtout quand on joue à plusieurs, c'est des trucs que je n'aime pas, qui moi dans mon cerveau ça me procure pas de plaisir, et je joue pas que pour prendre du plaisir, mais ça ne me procure pas de satisfaction de ressenti de jeu, si vous voulez. Et du coup, ouais, du coup Vivo là-dessus, moi j'ai vraiment pas envie d'y jouer comme ça, donc j'y joue vraiment va comme je te pousse. Malheureusement, le truc c'est que le jeu a pas les fondations suffisantes pour que ce soit intéressant, quoi. Comme dit, il est accessible, ça j'en suis ravi. Sauf que derrière, je parlais de jeux accessibles, je parlais de Fuji Flush, de Ralapeno, de Castle Builders, c'est plein de jeux qui ont des choix intéressants. Reiner Knizia là-dedans est très fort, et il propose des choix limités mais toujours intéressants. Alors que pour moi dans Vivo, ben il y a quelques espaces de choix, mais les choix intéressants, les choix qui vont m'engager, des trucs où je vais me dire ah là j'ai l'impression d'avoir de la main sur le jeu et de faire un choix, quand bien même c'est assez anodin, hein. Dans Fuji Flush c'est assez anodin, mais néanmoins il y a des espaces de choix, il y a aussi des discussions à la table, qu'il n'y a pas dans Vivo par exemple. Dans Fuji Flush il y a ces espèces d'alliances et de tchatch, dans Ralapeno aussi, là où dans Vivo il n'y a pas tout ça. Et pour moi, ouais, du coup, ces espaces de choix que je juge intéressants, ben, ils existent très peu dans Vivo. En général, ils existent plus dans le dernier tiers de la main, donc ça fait quand même 2 tiers de main où ben, je joue un peu de manière automatique, parce qu'en plus, encore une fois, les enjeux pour marquer les points sont quand même assez évidents, et du coup, ils me posent pas question en tant que joueur. Je fais des trucs de manière automatique, évidente, mais sans jamais que le jeu arrive par moment et de manière assez régulière quand même, à me recentrer, à me poser des questions, alors pas forcément créer de l'analyse paralysis pendant 1 minute, mais juste que pendant 5-10 secondes, mais tiens, là on fait ça ou ça, non, à chaque fois je suis là, bon voilà, et à la fin il se passe un score, et j'ai pas eu l'impression de contrôler grand chose, et j'ai pas eu l'impression que mes choix avaient une quelconque importance, et effectivement les scores sont très éloignés, ce qui ne me dérange pas dans la plupart des jeux, hein. Dans Potato Man ça me dérange pas du tout par exemple, les scores très éloignés. Dans Potato Man, j'ai justement l'impression, à des moments suffisamment fréquents, d'avoir la main sur ce que je fais. Là, dans Vivo, alors j'ai la main sur ce que je fais, hein, quand je joue du duo, je peux choisir la couleur que je vais jouer, mais franchement, enfin, ça a un impact tellement mineur, en tout cas que moi je juge mineur, et qui c'est pas un impact qui m'intéresse et qui m'enthousiasme, bah que je m'en fous, et que effectivement je vais y jouer comme ça. Je parlais d'Odin dans certaines vidéos. Odin a ça, où tu joues souvent un peu en automatique, et c'est assez simple de jouer, et les choix que tu fais sont assez évidents, mais il y a quelques moments comme ça où tac, il te reprend, et où tu te fait dire attends, là je fais quoi? Et Vivo fait ça, mais que dans son dernier tiers, et du coup, j'aurais préféré que ces petits moments-là soient un peu disséminés à travers toute la partie, pour justement, ouais, c'est une question de rythme en fait, hein, le jeu de société, hein, comme dans un film, il y a des moments où il y a des hauts, des bas, on parle souvent dans les séries d'épisodes filler, et qui sont nécessaires à la narration globale, à l'arc un peu d'une saison. Bah là c'est pareil, dans un jeu de société, il faut du rythme, il faut des ruptures, il faut des moments où il se passe des trucs, des moments où tu joues de manière automatique, des moments où les choix sont évidents, d'autres moments où ça va un peu te stimuler différemment, et pour moi Vivo manque de ce rythme-là en fait, et ça fait que ben les parties que j'ai faites, toutes, je me suis vraiment ennuyé, et j'ai aucun moment ressenti de l'excitation ou l'envie d'y revenir. Je le faisais découvrir parce que ben je me dis, avec différentes tables, peut-être que la sauce va prendre, peut-être que je vais déceler dans le jeu quelque chose que j'ai pas vu,
Sauf que ben moi, alors il faudrait peut-être que j'y joue avec la table de Sylvain justement, où il joue beaucoup plus de manière calculatoire, pour essayer peut-être quand bien même, enfin c'est pas mon style de jeu, mais au moins je verrais peut-être l'enthousiasme qui, eux, peut les habiter. Moi, toutes les tables que j'ai fait, on a joué un peu de la même manière que ce que je disais, c'est-à-dire vraiment en mode un peu taper le carton et du coup sans vraiment calculer et se dire ah alors là cette personne a joué toute cette couleur machin truc. Et alors faut dire aussi que la plupart des gens avec qui j'ai joué ont apprécié le jeu pour le coup, donc même parmi les gens avec qui j'ai joué et avec qui j'ai joué de cette manière, je suis un peu isolé là-dedans. Moi je sais que je me suis à chaque fois ennuyé pendant l'ensemble de la partie. Il y a 2 manches, le fait qu'il y ait 2 manches, on n'en a rien à faire, il n'y a pas d'effet de catch-up ou quoi que ce soit d'une manche sur l'autre, et alors c'est fait pour lisser un peu les mains, etc., mais bon, enfin ça reste assez anodin. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon opinion sur Vivo. Comme dit, je suis un peu déçu parce que moi je trouve vraiment que cette idée de règles spécifiques à chaque tour, c'est vraiment intéressant dans l'optique de découvrir le jeu de pli et ses différentes structures, ses différents archétypes. Le problème étant que ben les règles sont pas procurent pas des choix intéressants pour moi, le fait qu'on voit la règle suivante à venir, etc. ne m'intéresse pas non plus, le fait que toutes les cartes soient distribuées et que donc il y ait aucun aléa ne m'intéresse pas non plus, et du coup ouais moi je trouve vraiment pas ce que je veux dans Vivo, à part ces petits visuels effectivement absolument charmants où ben ça suffit presque peut-être, mais ça en fait un jeu mignon et joli et peut-être facilement éditable parce que ben thème porteur. Pour moi, il faudrait vraiment retravailler le jeu. Je suis curieux de pétir quand même, parce que comme je l'ai dit, alors autant dans le scoring, je trouve que l'idée est très quelconque et pas très intéressante en termes d'enjeu et de dynamique de jeu et de dynamique de choix, mais il y a quand même ce truc-là qui me titille, là, ces histoires de règles, là, quand bien même le reste du jeu est très classique, je trouve que c'est une bonne idée, et je me dis que peut-être cet auteur-là, Léo, il a quand même de bonnes idées, il y a peut-être quelque chose à faire, mais que ça manque peut-être soit d'un cœur de jeu qui, moi, me convient. Ici, c'est pour moi l'incohérence entre le calculatoire que je n'aime pas et qui ne correspond pas pour moi à la proposition générale du jeu, et enfin c'est cette incohérence là que je n'aime pas, et peut-être qu'il faudrait je sais pas, choisir un peu plus, soit thématiser de manière à ce qu'on comprenne que ce soit vraiment beaucoup plus brain, soit ben faire des choix de game design qui permettent de lui donner des enjeux plus intéressants et qui correspondent aux trucs accessibles qu'il essaye de mettre en avant par sa couverture et par ses règles simples. C'est le Flavien du montage. Ce que je verbalise pas très bien là, et que j'arrive pas trop à mettre les mots dessus, c'est que j'ai pas de souci avec les jeux qui ont plusieurs niveaux de lecture, justement, un niveau plus simple et un niveau plus, disons, expert à défaut de meilleurs termes. Les jeux easy to learn et hard to master, ça me pose pas de problème, au contraire c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'aime bien que même dans le côté le plus easy, donc dans le côté le plus accessible et donc dans les premiers niveaux de jeu, ben on s'amuse quand même. Et moi le problème avec Vivo, c'est que je m'amuse pas dans les premiers niveaux de jeu, et le niveau expert où il faut compter toutes les cartes ne m'intéresse tout simplement pas, et donc ne m'amuse pas et ne me plaît pas non plus. Et encore une fois, c'est pas un problème de cohérence que ce jeu ait ses différents niveaux de difficulté, au contraire, c'est juste que pour moi, il est raté au moins dans le niveau facile, et il m'intéresse pas dans le niveau plus compliqué. Voilà. Encore une fois, par contre, je veux préciser que beaucoup de gens ont adoré Vivo, hein. C'est pour ça aussi que j'en parle. Moi, je n'aime pas, pour le coup. Enfin, vraiment, il y a aucune des parties que j'ai fait où j'ai eu envie d'y revenir au-delà de faire découvrir le jeu. Mais il y a plein de gens qui ont trouvé ça très bien. Je parlais de Sylvain, j'ai eu des gens sur le Discord du Portland Game Collective qui aiment beaucoup. Chez Golden Meeple, ils ont aussi beaucoup aimé. Je crois que Romain Bré aussi aime bien. Donc je vous ai dit, hein, pour l'émuler c'est assez simple, allez voir les règles pour... je verrai si... Je crois qu'elles sont dispo sur Board Game Geek, je vous les mettrai en lien. Vous émulez ça, hein, vous faites des petits bouts de papier avec ça, avec des feuilles Bristol, et vous pouvez y jouer. Et du coup, essayez-le, et si vous y avez joué, ou même si juste la vision des règles vous a permis de déduire des trucs que moi j'aurais pas vu dans le jeu, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me contredire, à me dire « Ah ouais, mais là t'as raté ça, essaye d'y jouer de telle manière et tout ». Moi j'ai un peu peur que, effectivement, je pense que j'ai identifié ce qui me plaisait pas dans le jeu, et malheureusement je pense que c'est pas fixable par une autre façon de jouer, parce qu'en plus s'il faut que j'aille y jouer en calculatoire, je prendrai pas de plaisir parce que je n'aime pas ça. Donc voilà, mais ça vous a permis d'avoir une bonne idée, je pense, de Vivo et de mon avis dessus. Donc je rappelle, c'est un jeu qui est pas trop disponible, qui est facile à émuler, et qui est donc créé par Léo et illustré par Igawind, je sais pas comment on le prononce une fois de plus, et édité par Vic Village, qui donc a sorti récemment Pétir. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien, je vous ai parlé des commentaires qui sont un espace où vous pouvez discuter.
Il y a aussi le petit Buy Me au Ko-fi que je rappelle également si vous voulez soutenir la chaîne et ses différents formats. Si vous êtes curieux, curieuse de jeux de pli et que vous trouvez que je fais pas assez de ces pliés, eh bien allez voir mes autres formats, je parle aussi souvent de jeux de pli, sans expliquer les règles autant dans le détail que je le fais dans le C-plié, etc., mais où quand même ça vous permet de découvrir des choses, notamment la dernière vidéo, moi éditeur, des jeux de pli que je localiserais si je pouvais. Voilà, on arrive au bout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team chat ou team chien également dans les commentaires, et quel est votre jeu de chien préféré? Et est-ce qu'il y a des jeux où vous avez l'impression que le thème du chien est bien retranscrit et où vous arrivez à vous identifier un peu à ce qui se passe dans le jeu? Voilà, c'est la question que je vous laisse pour cette fin de vidéo. Prenez bien soin de vous, jouez à des jeux de pli ou pas, et puis ouais, prenez soin de vous. Ciao!